émotions primaires comme la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût sont identifiables en chacun de nous. Elles sont également visibles chez les autres, nous dit le psychologue Paul Ekman, grâce notamment aux expressions du visage qui trahissent les variations de notre vie intérieure. Ces émotions, nous y avons également accès grâce à notre patrimoine artistique et mythologique, où sont immortalisées la colère de Zeus, la jalousie de Médée, l'ennui de Madame Bovary, ou encore la peur, comme dans la célèbre nouvelle de Guy de Maupassant, le Horla. Nous sommes non seulement capables de reconnaître des émotions, mais aussi de les ressentir en miroir, lorsque d'autres que nous, qu'ils existent d'ailleurs ou qu'ils soient de simples êtres de papier, les éprouvent. Nous sommes touchés avec eux, remués, émus. Les émotions sont contagieuses. C'est ce qu'avaient constaté les psychologues des foules, et elles s'infiltrent comme des chevaux de Troie en chacun d'entre nous, à travers nos défenses, pour nous mettre en relation avec autrui. Cette faculté à faire entrer la vie intérieure, intime d'autrui dans ma réalité se nomme empathie. Et c'est cette faculté qui m'ouvre la possibilité d'enjamber avec allégresse les siècles pour vivre l'attente et l'ennui avec Pénélope, la passion dévorante et autodestructrice avec Roméo et Juliette. Faudrait-il en déduire que nos émotions sont intemporelles ? Ce serait aller trop vite en besogne et mettre l'accent uniquement sur l'aspect somatico-comportemental, nos corps, de nos émotions, et en négliger de fait l'aspect culturel et social. Nous ne ressentons jamais seuls. Nos émotions sont toujours l'objet d'une négociation sociale à des fins de définition, avec soi-même. Il y a toute une gamme de nuances lorsque je ressens, pour une raison X, de la tristesse. Ma tristesse est-elle teintée de mélancolie, de nostalgie, de douleur, voire même de joie? Au-delà de la raison X, raison inconnue à invoquer, la perte d'un proche, l'échec à un examen, chacun va puiser dans ses expériences du passé, dans ses lectures, pour s'aider à mieux cerner ce qui l'affecte, ce qui le touche. Avec soi-même donc, la définition, mais également avec les autres. Nos émotions ont beau paraître personnelles, elles sont tournées vers autrui. Elles nous meuvent vers l'extérieur. Lorsque j'exprime une émotion, je la mets à disposition d'autrui qui peut ensuite, par sa réaction, m'aider à préciser ce que je ressens, voire même à le corriger. Nos émotions s'expriment donc dans le corps, mais elles sont également traduites en mots, c'est-à-dire transformées par un acte de nomination qui nous ancre dans une réalité qui est sociale et qui n'a rien d'intemporel. La signification, la valeur, la hiérarchie de nos émotions varient. Elles fluctuent selon le cadre de référence socio-culturel dans lequel on se trouve. Ainsi, la colère était-elle un signe de capacité de jugement durant l'Antiquité et était étroitement associée à la faculté de commander. Zeus, rappelez-vous, était un dieu particulièrement colérique. Or, celui qui aujourd'hui, en démocratie, en sein d'une entreprise, se laisserait aller à perdre son sang-froid en public, serait aussitôt désavoué en tant que leader. D'ailleurs, si nos émotions changent, on pourrait ajouter que le mot même d'émotion est marqué historiquement. Dans le monde antique, on parlait de passion. Et le terme émotion n'est apparu qu'au XVIe siècle, pour se rapporter d'abord au corps, mais à un corps troublé, secoué. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle, un siècle plus tard, que nos émotions intègrent également un trouble, non plus seulement au corps, mais à l'âme. Comme si l'intérêt croissant pour nos émotions rejoignait une lente histoire de la fabrication de l'intériorité. Cette hypothèse nous permettrait de rejoindre le scénario proposé par le sociologue Norbert Elias pour décrire la dynamique de l'Occident. Ce que Norbert Elias appelle le procès de civilisation correspond à la transformation progressive qui apparaît à la fin de la période féodale et au début de la Renaissance de l'économie psychique de l'homme en vue d'une toujours plus grande régulation de l'économie pulsionnelle et de la réduction des possibilités de se décharger émotionnellement par le plaisir et l'agressivité. Pour le résumer en une formule, le champ de bataille a été déplacé dans le fort intérieur de l'homme. Et ce déplacement a engendré
des transformations émotionnelles. Au Moyen Âge, le guerrier se rendait à la guerre avec joie, là où aujourd'hui le soldat moderne reconnaît avoir peur. Ce processus de civilisation n'a pas touché bien sûr que les guerriers ou les seigneurs, car sous l'influence de la cour royale, de la monarchie absolue, elle va atteindre l'ensemble de la société et s'accompagner de nouvelles règles régentant les mœurs, c'est-à-dire de nouvelles manières de se tenir à table, de se moucher, de déféquer. Tout ce qui revêt un aspect animal ou pulsionnel est refoulé. Et la civilisation, selon Elias, va dans le sens d'une euphémisation des sentiments. Et peut-être aussi d'une plus grande considération d'émotions qui sont plus ténues, plus invisibles, plus intimes. Ce mur qui va se dresser entre nous et nos émotions instinctives et nos pulsions est ce que Harley Hochschild, une sociologue, appelle le travail émotionnel. Ce travail est éminemment social, puisqu'il requiert d'un individu qu'il déclenche ou refoule une émotion dans le but de maintenir extérieurement l'apparence attendue, apparence qui doit produire sur les autres l'état d'esprit adéquat. Si ce travail émotionnel est accompli la plupart du temps de façon totalement invisible et inconsciente pour nous, il devient particulièrement visible lorsqu'il est mal fait, lorsqu'il est mal accompli, et que je produis une impression, une émotion dissonante au regard du contexte et des attentes. Prenons deux exemples qui vont vous parler. Si je ris trop fort lorsque quelqu'un chute, si je bâille pendant un enterrement, mon comportement sera qualifié d'inapproprié. Chacun d'entre nous veille donc à l'impression qu'il donne, au visage qu'il présente en société, et ce, grâce à un savant travail de contrôle de soi qui permet de respecter les règles tacites de comportement et de convenance propres à chaque situation sociale. Si l'on voulait s'atteler à une histoire des émotions en Occident, il faudrait donc s'intéresser à la façon dont celles-ci ont été maîtrisées, contrôlées, en un mot, disciplinées. Et si l'on s'inscrit dans cet état d'esprit, alors la raison, si l'on entend par raison ce qui structure les mentalités et les comportements en Occident, la raison ne doit plus être pensée comme ce qui entre en conflit avec l'émotion, mais comme une émotion elle-même, une émotion parmi d'autres, une émotion régulatrice qui aurait supplanté toutes les autres émotions, par l'effort réflexif et de distanciation de soi à soi, dont le poker face, l'homme indéchiffrable, demeurant en parfaite maîtrise de lui-même, serait en quelque sorte l'idéal type. La raison définirait le style émotionnel de l'Occident, c'est-à-dire un style fondé sur la prévalence du calcul rationnel en finalité qui permet d'anticiper, de prévoir et de se projeter dans l'avenir. Soit, dit autrement, l'effort continu de rester calme et de s'accorder un temps de réflexion avant de prendre des décisions ou d'exprimer ses sentiments.